Bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'Assemblée de Quévrin. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre-Henri qui nous vient tout droit de Tahiti, enfin, c'est quelques mois quand même que tu es arrivé, et qui va nous parler du créationnisme. Je pense que ça va intéresser tout le monde et je souhaite de passer 1 heure avec nous pour écouter ce qu'il a à nous dire. Soyez bénis, je lui laisse sa place. Pierre. Merci Vincent. Alors bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes ici à Quévrin et bonjour à ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont sur la vidéo. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Vincent pour une bonne raison, parce qu'il me laisse cette opportunité aujourd'hui de vous parler d'une de mes passions. J'en ai beaucoup, mais ça a été la première quand je suis devenu chrétien. Et je le remercie d'autant plus que, vous savez, il y a très peu de chrétiens qui s'intéressent au créationnisme. Et même chez les pasteurs. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a un pasteur qui m'a dit « Moi, le créationnisme, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne m'apporte rien. » Alors, j'aimerais que tu mettes la photo numéro 2, qui est une parole que Dieu m'a donnée il y a bien longtemps. Prétendre connaître Dieu sans connaître sa puissance créatrice, c'est comme dire qu'on connaît Mozart sans jamais avoir écouté sa musique. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc mon travail ce soir, c'est de vous amener à être intéressés, et non seulement intéressés, parce que nous allons faire cette présentation en 2 soirées, et aujourd'hui je vais vous parler de la partie technique, pourquoi l'évolution est un non-sens total, une aberration carrément démoniaque. Je vais non seulement vous le dire, mais je vais vous le prouver. Et la semaine prochaine, nous verrons l'aspect spirituel de la chose. Et ce que je veux, c'est que à la fin de la 2e séance, vous regardiez Dieu avec des autres yeux. D'accord? Parce que je dis, j'adore Dieu, mais si je ne sais pas qui est Dieu, j'adore quelqu'un, j'adore un inconnu, en fait. Tout le monde connaît Jésus, on connaît parce que la parole nous le décrit, mais Dieu, le Père, on nous donne certains qualificatifs. Mais ça ne dit pas qui il est, nous devons le découvrir. Et c'est mon travail aujourd'hui. Alors, vous savez, je vais vous démontrer qu'il ne faut pas être un grand scientifique. J'ai dit à Vincent que je n'utiliserai pas des grandes démonstrations très compliquées. C'est à la portée d'un enfant de 10 ans de comprendre que l'évolution est quelque chose d'extrêmement simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous savez, moi-même, je ne suis pas un scientifique diplômé, mais j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des vrais scientifiques, notamment Laurence Tisdale, je sais pas, il est venu chez toi? Oui, je me souviens. Parce qu'il est allé dans beaucoup d'endroits, j'étais pas sûr qu'il était venu chez toi, mais je pense que je te l'ai amené. Et Laurence Tisdale, à lui tout seul, c'est un homme qui a fait à l'époque, quand il est venu chez Vincent, quand il est venu ici, il avait déjà fait plus de 1000 conférences dans le monde, et des discussions, des débats à la télévision, en direct, avec des vrais évolutionnistes, et il a toujours gagné. Toujours. Et ce soir, je vais vous répéter les arguments qui sont logiques et que vous pourrez utiliser facilement face à un évolutionniste. Mais ça, je vais en parler, si vous me permettez, je vais en parler la semaine prochaine, parce que ça rentre dans la philosophie de travail. Vous savez, tout être humain, qu'il soit chrétien ou qu'il ne le soit pas, a besoin de savoir d'où il vient, qui il est et où il va. D'accord? Tout être humain, qui croit dans la Bible, qui croit en Dieu ou pas, il a ça en lui. Celui qui dit le contraire, c'est qui se cache la vérité. D'où nous venons? C'est la Genèse qui nous le dit. Où nous allons? C'est l'Apocalypse, qui est aussi un livre qui m'a beaucoup passionné et qui me passionne toujours. Et entre les deux, vous avez la Bible qui nous dit qui nous sommes ou qui nous devrions être. D'accord?
j'ai eu la chance de rencontrer Laurence Tisdale parce que quand je me suis converti il y a 32 ans, je me suis directement posé la question parce que vous ouvrez la Bible, vous lisez la Genèse, et là vous dites, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible nous dit que le monde a été créé en 6 jours, et les évolutionnistes, ou la soi-disant, je dis bien soi-disant, science, parce que la vraie science ne dit pas ça, mais la soi-disant science des évolutionnistes, et vous allez le comprendre, nous dit qu'il faut 18 milliards d'années. Alors il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne clope pas. 6 jours et 18 milliards, ça fait quand même une petite différence. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer que tout cela est très simple et que l'évolution, c'est une religion, c'est une croyance. Tu peux me mettre la photo numéro 4? Nous savons tous que toute matière ici, qu'elle soit vivante ou pas, est créée avec des atomes. Et les atomes sont créés avec des électrons qui tournent autour d'un neutron. D'accord? Tout le monde sait ça, on a étudié ça à l'école. Merci beaucoup. On est d'accord là-dessus. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que tous les électrons de l'univers tournent tous à la même vitesse et avec une précision de 10 exposant 25. Tous. La différence entre le plastique, le bois et l'acier, c'est le nombre d'électrons. Mais la vitesse, si vous allez sur la dernière planète la plus éloignée de la Terre, elle tourne, les électrons tournent à la même vitesse que dans le plastique là. Alors, comme disait un grand scientifique vietnamien dont j'ai oublié le nom, il disait, quand je vois une horloge, je vois l'horloger. D'accord? On va revenir là-dessus. Mais si vous voyez que la vitesse est réglée avec une précision astronomique, c'est le cas de le dire, qui a créé ça? Qui a réglé ça? Déjà, quand je viens de vous dire ça, je peux déjà m'arrêter. Hein? Parce que je vous ai prouvé par A plus B qu'il est impossible que ce soit fait par hasard. Le mot de hasard, je le mets à la poubelle depuis 32 ans. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est quelqu'un d'extrêmement précis. La Bible est précise. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous démontrer à la fin de cette soirée la précision de la Genèse dans les dates. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous allez, même Jacques Collin m'a demandé, parce que j'ai passé des heures et des heures à noter toutes les dates. Mais s'il y a une seule date là-dedans qui est fausse, ben jetez votre Bible alors. Parce que si la Genèse est fausse, et qu'en réalité l'univers s'est fait en 18 milliards d'années, jetez votre Bible, et je la jette en entier. Elle est vraie entièrement, ou elle n'est pas vraie du tout. On est d'accord? Mais ce soir, je vais vous prouver scientifiquement, pas doctrinalement, aussi doctrinalement, mais je vais vous prouver scientifiquement que la Bible est exacte. Vous allez voir, c'est très simple. Autrement dit, si vous croyez dans la théorie évolutionniste, si vous pensez que l'univers s'est fait en 18 milliards et que donc la Bible se trompe, vous vous moquez de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vrai ou c'est faux, il n'y a pas une partie de la Bible. On peut discuter sur l'exactitude totale de la Bible, mais ça, on ne peut pas le discuter. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que l'évolutionnisme et qu'est-ce que le créationnisme. Et la semaine prochaine, donc, comme je vous le disais, nous verrons l'aspect spirituel des choses. Et pourquoi le créationnisme est si important pour un chrétien. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le créationnisme, qu'est-ce que l'évolutionnisme et qu'est-ce que le créationnisme non seulement nous démontre, mais nous prouve l'existence de Dieu. Parce que vous savez, la science, elle fait des progrès tous les jours. Hein. Elle ne s'est pas arrêtée à Darwin. Donc, commençons par le début.
d'où vient la théorie de l'évolution et qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, ça, je pense que tout le monde ici a entendu parler de Charles Darwin, hein, qui est né en Angleterre en 1809 et qui est mort en 1882 en Angleterre. Et en fait, ce qu'on ne dit jamais, c'est que Darwin était le fils d'un pasteur et qui désirait démontrer à son père que Dieu n'existait pas. Et c'est pour ça qu'il est monté dans des goélettes, dans des bateaux de scientifiques qui faisaient le tour du monde. Il les a accompagnés. Et quand il est arrivé dans les îles Galapagos, notamment, il a découvert que des animaux évoluaient. Mais attention, évoluer dans le sens de la macroévolution. Parce que ce qu'il constatait, c'était la microévolution. La différence entre les deux, vous prenez un oiseau, vous le laissez dans un certain milieu, ou n'importe quel animal, hein, il va évoluer. Mais très légèrement, par exemple, ses pattes vont s'agrandir s'il va dans l'eau, les palmes vont s'agrandir s'il va dans l'eau, c'est ce qu'il a constaté. Mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Tous les scientifiques du monde sont d'accord sur la microévolution. La macroévolution, c'est autre chose. C'est-à-dire que notre ami Darwin, comme il voulait absolument démontrer que Dieu n'existait pas, il est parti de cette petite constatation, et croyez-moi, c'était pas un grand scientifique, hein. Darwin était loin d'un scientifique, c'était un bricoleur, un biologiste de très mauvaise qualité. Mais on va voir pourquoi cela a eu autant de succès. Il est parti donc de cette théorie en voyant cette micro-évolution, il est parti de là et uniquement de là, hein, il n'a rien constaté d'autre. Et dans sa tête, il s'est dit, ça veut dire que nous venons d'une cellule unique. D'accord? Photo, numéro, je ne sais plus laquelle, oui, après, voilà. Hein? Ça s'appelle l'éthanolamine, qui selon lui, qu'est-ce que c'est que l'éthanolamine, je vais y arriver, c'est une cellule unique qui s'est reproduite parce qu'elle était dans des bonnes conditions. Ça, c'est sa théorie à lui, hein. Et de cette cellule unique, quand elle a commencé à se multiplier, ça c'est la théorie de l'évolution, elle est devenue un animal vraiment très 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 primaire, et de là est venu les poissons, des poissons on est arrivé, vous connaissez l'arbre, on va le voir dans 2 minutes, l'arbre de Darwin, qui est très connu, photo numéro 7, l'arbre généalogique de Darwin, qui dit qu'à partir d'une cellule, on est arrivé à l'être humain. C'est du délire total. C'est du délire total. Et n'oubliez jamais que la théorie de l'évolution, comme la théorie du créationnisme, les deux sont des théories. Il n'y a aucune preuve. Vous étiez là, vous, quand les dinosaures existaient? Non. Vous étiez là quand Adam et Ève sont venus au monde? Vous n'étiez pas là, moi non plus, et personne n'y était. Donc c'est tout simplement de là qu'ils sont partis pour démontrer des choses farfelues, c'est de la religion pure. Et comme vous le savez, pour toute religion, ça a été la même chose avec le Covid, hein, quand vous avez le malheur d'aller contre cette religion, on vous traite de... complotiste. Voilà, complotiste. C'est logique. Parce que je suis allé personnellement avec un autre créationniste, nous sommes allés à 2, dans une église protestante, et faites attention à ça, parce que ne vous laissez pas embarquer, il y a des gens qui essayent de vous faire croire que la théorie de l'évolution est compatible avec la Bible. C'est faux. Et ils partent du principe, que vous connaissez tous, le verset de l'apôtre Paul, qui dit que 1 an, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Mais ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire et ça n'a aucun rapport avec la création. Absolument aucun. Et le gars était tellement logique qu'à la fin de son exposé, où il a réussi, soi-disant, à démontrer, il n'y avait rien qui tenait la route, hein, dans ce qu'il a dit, c'était vraiment complètement ridicule. Et quand j'ai demandé avec le frère pour pouvoir poser des questions, il a dit non, je ne réponds pas aux questions, il est parti. Ça, c'est la logique scientifique. Vous voyez, on ne peut pas discuter,
Parce qu'autrement, vous êtes un complotiste. Alors, pour revenir à notre ami Darwin, ce qui posait un gros problème à Darwin, c'était l'œil humain. Vous savez que l'œil humain, c'est la seule chose dans le corps humain qui ne change pas. Dès la naissance, le bébé est né avec l'œil tel qu'il est adulte. L'œil que j'ai aujourd'hui, je l'avais quand je suis né. Pourquoi? Parce que c'est un appareil photo extrêmement fragile, extrêmement précis. Si vous modifiez quoi que ce soit dans la dimension de l'œil, vous ne voyez plus rien. D'accord? D'ailleurs, avec l'âge, moi je suis en train de le vivre, avec l'âge, vous avez des problèmes et vous commencez à ne plus rien voir. Parce que vous ne pouvez pas toucher à l'œil. Et ça, pour Darwin, c'était un gros problème. Ça l'empêchait de dormir la nuit. À tel point que, et on a eu d'autres preuves par la suite, bien entendu, mais à tel point qu'il a dit « je me suis trompé ». Sur la fin de sa vie, mais ça personne ne le dit, il a écrit un deuxième livre. Il a écrit un deuxième livre qui démolissait complètement sa théorie, mais le bouquin en question, il a pleuré devant Dieu parce qu'il a dit « j'ai fait des dégâts extraordinaires ». Parce que ces dégâts-là, il les a encore aujourd'hui, il y a 200 ans, ils sont toujours là aujourd'hui, ces dégâts qu'il a faits. Et il en était conscient avant de mourir. Et donc il s'est repenti devant Dieu d'avoir fait ces erreurs-là. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a autant de succès? Je vais vous dire, encore une fois, ce sont des dégâts des religions. Parce qu'à l'époque de Darwin, il faut savoir que les gens, ils rigolaient pas, les scientifiques. Parce que à l'époque, les catholiques, ils pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Et nous avons nos amis Galilée et Copernic qui en ont sué des gouttes, parce qu'ils ont cru qu'ils allaient passer sur le bûcher. Si vous avez le malheur d'aller contre les théories. Autrement dit, à l'Église catholique de l'époque, c'était vraiment du despotisme. Vous n'aviez pas le droit. Les rois, ils avaient peur des papes. Il y a des rois qui ont marché de Paris jusque Rome pour se faire bien voir du pape. Et c'était du terrorisme, carrément. Et donc, pour les scientifiques de l'époque, marcher dans la théorie évolutionniste, mais c'était une chance incroyable. Ils pouvaient du jour au lendemain blackbouler Dieu, blackbouler l'Église catholique et être libres et dire, voilà, nous avons des preuves. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune preuve. Par la suite, le 25 avril 1953, un certain Francis Crick, qui était un évolutionniste convaincu et un grand scientifique, à tel point, il était tellement un grand scientifique qu'il a découvert l'ADN. Vous savez ce que c'est? Vous savez tous ce que c'est que l'ADN, Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'ADN, vous savez ce que c'est. Il a découvert l'ADN. Et il a fait la déclaration suivante, tout à fait extraordinaire. Il a dit l'ADN, parce que l'ADN c'est quelque chose de compliqué, c'est pas seulement une chaîne comme vous avez l'habitude de voir, il y a des mécanismes à l'infini que je ne saurais même pas vous expliquer, tellement c'est compliqué, qui vont en parallèle avec les mécanismes de l'ADN. Et quand il a découvert ça, il a tiré la conclusion, il a dit ça va totalement à l'encontre de la théorie de l'évolution. Mais, comme nous n'avons pas d'autres théories, nous la gardons. Ça s'appelle une démarche anti-scientifique. Parce que le vrai scientifique ne fera jamais ça. Il va se remettre en question, il va réétudier l'ADN et il va constater que la théorie de l'évolution est fausse. Mais vous savez que tout ce qui est spirituel, ça a été décidé dans des colloques il y a des centaines d'années. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose de spirituel dans la science. Ça, c'est une définition qu'ils ont donnée, arbitraire. Tout ce qui est spirituel ne peut pas rentrer dans la science. C'est faux. Parce que qui a créé le spirituel et qui a créé la nature, c'est Dieu, c'est le même architecte. Donc ça va ensemble. Vous savez, j'ai constaté ça en 32 ans. C'est que les chrétiens, et là je fais une première parenthèse, c'est que les chrétiens, ils ont tendance à séparer le spirituel du matériel. Ah, le matériel, c'est la chair, c'est mauvais, Mais ce fameux pasteur qui m'a dit « ça ne m'intéresse pas,
l'évolution ne m'intéresse pas, je lui ai répondu, la Bible dit que le manque de science n'est bon pour personne. Amen. Le manque de science n'est bon pour personne. Ça veut dire que si tu rejettes, si tu n'essayes pas de comprendre ces choses-là, tu perds quelque chose. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la recherche de Dieu. Si vous n'avez jamais bu du vin rouge, vous ne pouvez pas dire « Ah, le vin rouge, c'est pas bon ». Il faut tester ces choses-là, il faut examiner. La science n'est pas à rejeter. Au contraire, elle m'a éclairé. Quand j'étais jeune chrétien et j'ai commencé à lire la Bible, je vous ai dit que je m'étais posé cette question-là. Je veux savoir la vérité. Et j'ai lu des dizaines et des dizaines de bouquins créationnistes et évolutionnistes. Parce que si vous n'avez pas les deux, vous ne pouvez pas vous faire une idée. Si vous n'écoutez que les créationnistes, c'est très bien, mais vous n'avez pas une valeur réelle. J'ai fait ça, puis j'ai eu la chance d'avoir Laurence Tisdale qui est resté 3 semaines chez moi et qui m'a éclairé sur beaucoup de points. On est allé visiter d'autres scientifiques créationnistes et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a permis de voir la vérité. Parce qu'encore une fois, si je dois retirer une page de la Bible, comme disait un pasteur un jour, je ne sais pas si tu te souviens, un pasteur qui a dit, si vous arrachez une page de la Bible, chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, vous allez finir par vous retrouver avec la couverture. Tu te souviens de ça? Moi, ça m'est resté dans la tête. Et c'est la vérité. Vous êtes obligé d'accepter que tout est vrai ou tout est faux. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, je reviens à mon ami Francis Crick, qui a découvert l'ADN. Vous savez l'homme, depuis les milliers d'années qu'il est sur Terre, n'a jamais su créer la vie. La vie. C'est-à-dire, ils n'ont pas même su faire un grain de blé. L'homme n'y arrive pas. Ça, c'est réservé à Dieu. Tu ne peux pas créer quoi que ce soit. L'homme n'invente rien, vous savez ça. L'homme n'invente rien, il découvre. Il découvre ce que Dieu a inventé. Mais lui, quand on me dit j'ai inventé un ordinateur, c'est faux. L'ordinateur, Dieu savait qu'il existait il y a des milliards d'années. Non, il découvre. L'homme découvre. Il fait des recherches, il découvre, mais il n'invente rien. Les inventions, ça n'existe pas sur Terre. Si ce n'est quand Dieu a créé. Maintenant, je vais passer à un autre domaine qui est totalement complémentaire. Pour que la théorie de l'évolution soit cohérente, il faut que vous sachiez qu'il faut la théorie du Big Bang. Vous connaissez cette théorie, tout le monde connaît ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que la théorie du Big Bang? C'est une balle grosse comme mon poing, avec une densité des milliards de fois supérieure à celle du plastique ici, et qui brusquement, c'est une théorie, hein? Encore une fois, c'est une théorie, elle n'a jamais été démontrée, et qui a explosé et qui a donné naissance à l'univers. Vous connaissez tous la théorie du Big Bang. Le problème, c'est que les scientifiques ont enregistré depuis pas mal de centaines d'années la position, les astronomes ont enregistré la position des astres dans l'univers depuis des centaines d'années, et que si vous les mettez, si vous regardez leur trajet, ils ne vont pas tous dans la même direction. Ils vont tous presque dans la même direction. Mais l'explosion ne vient pas de là, parce qu'autrement, il faudrait que tout soit précisément dans la même direction. D'accord? Et je pose maintenant une question. Parce que même si j'admets, en théorie, que la théorie de l'évolution est juste, admettons, que la théorie du Big Bang, pourquoi faut-il la théorie du Big Bang? Parce que pour l'évolution, il faut des milliards d'années. D'accord? Autrement, ça ne marche pas. Donc les deux sont fusionnés. Mais dans un cas comme dans l'autre, en admettant même que la théorie du Big Bang soit réelle, qui a créé cette boule cette poisse? Qui a créé la première cellule qu'on a vue tout à l'heure? Il n'y a rien à faire. Il y a une chose en science qui est sûre, c'est que le vide ne crée jamais rien. Rien ne peut venir de rien. Donc, et là, on ne vous répond pas. Mais la question, elle est là. Rentrons même pas dans les grandes démonstrations scientifiques
pour savoir si l'évolution, jusque-là, il faut un créateur. D'accord? Il n'y a aucun doute. Vous savez que, pour ceux qui sont plus âgés ici, ils se souviennent peut-être qu'en 1996, il y a donc 28 ans, les scientifiques ont réussi à créer ce qu'on appelait à l'époque la brebis Dolly. Vous vous souvenez de ça? Hein? C'est pas créer la vie, ça. C'est faire un clown. D'accord? C'est faire un double. Je peux faire 10 millions de doubles de Dolly parce que j'ai son ADN. D'accord? C'est pas la vie, ça. Ça, c'est pas la création. Mais sachez, et là je fais encore une parenthèse, et vous saurez ça dans les mois qui viennent, peut-être même avant la fin de l'année, vous verrez que les hommes ne se sont pas arrêtés là. Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient à cette époque-là se souviennent que ça fait un scandale. Parce qu'on a dit qu'à partir du moment où on peut créer un double d'une brebis, on peut créer un double de l'homme. Et ça, les gens en ont peur. Mais les Américains ont dit oui, mais les Russes vont le faire. Et les Russes, ils ont dit oui, mais les Américains vont le faire. Donc on est quand même obligé de le faire. Comme le Covid, les recherches sur les virus étaient interdites. Mais ils sont quand même là. L'Ukraine, pourquoi on se bat en Ukraine? Parce que c'est là qu'est le centre principal de recherche sur le Covid. Ça, on ne vous le dit pas. Hein. Mais la première chose que Poutine a fait quand il est arrivé, c'est raser les laboratoires. Il a tué 85 Américains. Et il a téléphoné à Trump, il lui a dit « J'ai tué 85 de tes amis parce qu'ils étaient des chercheurs, ils cherchaient. » Et il a dit « T'as bien fait parce qu'ils n'avaient rien à faire là. » Parenthèse que je ferme directement parce que ça me mènerait beaucoup trop loin. Mais bon. Donc, je reviens à mon évolution. Vous avez certainement, bien entendu tous, une question de savoir qui a été le premier créé par l'évolution, bien sûr, la poule ou l'œuf. Ah, bah ça, c'était dans ma tête. C'était dans ma tête, la poule et l'œuf. Ah, ouais. Alors, qui est-ce qui a créé? Qu'est-ce qui a créé le premier? La poule ou l'œuf? Ah, c'est la poule. La poule. Ah, bah voilà, ça. Ben, si tu n'as qu'une poule, tu ne sais rien faire. Bah voilà. Donc, ce n'est pas la poule et l'œuf qu'il faut se poser la question. La création, elle a fait quoi? Dieu, il a créé quoi? Une poule et un coq. Voilà. Et l'œuf, on ne se pose pas la question. Donc, c'est une question ridicule. La théorie évolutionniste est une croyance. Je vais vous le prouver. C'est une religion que vous ne pouvez pas mettre en question. Je viens sur la photo numéro 11, Jurassic Park. Vous avez tous vu sans doute ce film. Moi, j'adorais ce film. J'aimais beaucoup ce film. J'ai été les voir tous. J'ai tous les voir au cinéma parce que j'aime les films de science-fiction où il n'y a qu'une inconnue. Quand il y a plusieurs inconnus, c'est pas très gai. Mais les films de science-fiction, comme L'homme invisible, par exemple, c'est une théorie comme quoi un produit chimique est capable de rendre quelque chose invisible. C'est gai. J'aime bien de regarder des films comme ça. Et Jurassic Park fait partie de cela. Vous savez qu'aujourd'hui, Jurassic Park, je parlais de Dolly, Jurassic Park, on peut le faire aujourd'hui. Hein. Là, quand on a sorti le film, c'était de la pensée, très intelligente d'ailleurs. Celui qui a fait le film, il a fait exactement ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si on va un jour sortir des dinosaures, parce que ce n'est pas tellement intéressant, mais on pourrait. Le tout, c'est de trouver l'ADN. Et lui, il a expliqué ça, qu'on avait trouvé ça dans du plastique, etc. Mais pourquoi je vous parle de Jurassic Park? Ceux qui ont regardé le premier film se souviennent qu'à un moment donné, quand on a vu le premier Diplodocus, il y avait une Jeep qui roulait et il y avait un scientifique qui était assis à côté d'une dame. Et vous vous souvenez de la goutte d'eau qu'il a fait couler sur sa main? Vous vous souvenez de ça, pour ceux qui ont revu le film? Il a parlé, c'était un grand scientifique, il expliquait à la dame, c'est la théorie du chaos. Ce qui voulait dire, c'est que virtuellement, c'est impossible. C'est impossible. La théorie du chaos, c'est quoi? Vous savez, beaucoup de gens croient ici, dans la salle, que l'homme devient de plus en plus intelligent.
D'accord? Qu'avec le temps, l'homme devient intelligent. C'est totalement l'inverse. Adam et Ève ont été créés avec un ADN pur à 100%. Et vous allez le voir, je vais vous le démontrer, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Intéressant de voir ça dans la Genèse. Adam et Ève avaient un ADN pur. Vous allez voir combien d'années ils ont vécu. Et puis je vais vous montrer à la fin de mon exposé d'aujourd'hui qu'est-ce que la Genèse nous dit exactement. Et on croit, parce que oui, on a créé les ordinateurs, maintenant on est allé sur la Lune, donc l'homme est plus intelligent. Non, pas du tout. L'homme se base sur ce qu'on appelle en anglais le know-how, c'est-à-dire la base de ce qu'on a créé. Vous savez qu'on ne sait plus retourner sur la Lune aujourd'hui. Ils sont en train d'essayer, mais ils ont du mal. Parce que tous les scientifiques qui ont travaillé sur le projet lunaire, ils sont soit morts, soit pensionnés. Donc ils ont les plans, mais personne ne les comprend. Parce que la connaissance a été perdue. On est resté trop d'années sans aller sur la Lune. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que nous construisons aujourd'hui, si on a réussi à faire un PC comme ça, c'est parce qu'on est allé sur la Lune. C'est parce que pour aller sur la Lune, il fallait miniaturiser tout. Et on a donc créé les microprocesseurs ont été créés, moi je m'en souviens, j'ai vécu ça. Quand je suis arrivé devant ma belle-mère et que je lui ai montré un microprocesseur que j'avais en main, il y a je ne sais plus combien d'années, au moment d'Apollos, je lui ai dit, tu vois ça, maman? Ça va révolutionner le monde. Elle m'a dit, t'es fou. Et aujourd'hui, vous ne savez plus bouger votre petit doigt sans avoir besoin d'un microprocesseur. Et moi, je suis allé 10 ans à Tahiti et quand je reviens, je ne reconnais plus rien tellement tout a évolué. Là-bas aussi, ça a évolué, mais moins vite. Mais ici, quand je suis arrivé, que j'ai vu le chemin de fer, que j'ai vu les bus, que j'ai vu toutes les évolutions, je dis, mais je suis au Moyen-Âge, moi, qu'est-ce que c'est cette affaire? Parce que tout grandit, mais pas parce que l'homme devient plus intelligent. C'est ça que vous devez retenir. C'est qu'en fait, l'homme devient de plus en plus bête, mais si vous demandez à des enseignants, je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, ma femme était enseignante, et des enseignants qui ont vécu plus de 20 ans avec leurs élèves, ils vous diront que les classes vont de plus en plus mal. Elles ne vont pas de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que l'ADN dégénère avec les générations. Donc tirez-vous de la tête que nous devenons de plus en plus intelligents. Au contraire, nous devenons de plus en plus bêtes, mais nous profitons de l'expérience de ceux qui nous ont précédés pour construire. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mécanique quantique. La mécanique quantique, on en parle de plus en plus. Il y a 10 ans, personne n'en parlait. Aujourd'hui, vous savez que moi j'ai lu, je ne suis pas un spécialiste de la mécanique quantique, mais j'ai lu un bouquin de vulgarisation fait par un athée. Et la première page du bouquin, il disait tous les chercheurs qui ont travaillé, qui ont découvert la mécanique quantique, ont découvert Dieu. Parce que la mécanique quantique sans Dieu, c'est pas possible. Parce que la mécanique quantique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle vous dit qu'une chose est vraie et son contraire. Ça, c'est pas possible. Scientifiquement, c'est pas possible. Donc la mécanique quantique, elle nous fait avancer dans le temps à un bond incroyable. Si vous ne le savez pas, je fais encore une parenthèse, mais Trump vient de terminer la mise au point d'un ordinateur quantique par lequel toutes les opérations bancaires du monde vont passer par cet ordinateur-là. Je ne sais pas si tu es au courant, mais dans les banques, les gens savent qu'ils sont maintenant obligés de passer par là. Et s'ils ne le font pas, leur banque, elle va fermer. Ils vont faire faillite. Parce que c'est obligatoire, de manière à avoir un contrôle global. Et quand je dis ordinateur quantique, bon, j'ai parlé avec des scientifiques et que c'est fort discuté de savoir si c'est vraiment quantique ou pas. Toujours est-il que c'est des ordinateurs qui sont 100 000 fois plus rapides que les ordinateurs que nous connaissons aujourd'hui. Et cet ordinateur va donc centraliser ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça montre l'évolution de la technologie qui va à une vitesse fantastique. Et je vous parlais tout à l'heure du clown, je pense que j'ai sauté cette chose-là, c'est que vous serez étonné dans très peu de temps de voir que les gens qui vous parlent à la télévision sont morts depuis longtemps.
Ce sont des doubles, en fait. Je ne vais pas donner de nom parce que on est à la télévision, donc, mais croyez-moi, vous allez être étonné. Vous allez être très étonné de voir le nombre de gens qui, en réalité, n'existent plus. Mais c'est une autre question, je referme la parenthèse. On vous parle... Alors maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose de très intéressant, puisque aujourd'hui, le but, c'est de comprendre un peu ce que c'est que l'évolution. Vous savez ce que c'est que le carbone 14. Hein? C'est quelque chose de scientifique. Hein? Le carbone 14, c'est une molécule qui disparaît avec le temps et donc on peut mesurer, soi-disant, l'âge. Mais les scientifiques sont revenus sur cette théorie. Le carbone 14 n'est pratiquement jamais fiable. Parce que pour que le carbone 14 fonctionne, et je vais vous parler de datation, puisqu'on en est là, puisqu'il faut 18 milliards d'années. C'est pour ça que vous entendrez des choses où on vous dira « ça, oui, le carbone 14 a démontré que… » Mais pour que le carbone 14 soit exact, il faut premièrement que ce soit un matériel vivant. Vous ne pouvez pas dater un caillou. Il faut que ce soit vivant parce que le carbone 14 ne se trouve que dans des organismes vivants. Et deuxièmement, c'est une loi, la deuxième loi de la thermodynamique qui démontre qu'il faut que ce soit dans un milieu fermé. La moindre radiation atomique ou autre dérègle complètement tout. À tel point que si vous faites la datation d'une roche volcanique qui vient de sortir, il vous donne, avec une autre méthode, mais ça vous donne des milliards d'années alors qu'elle vient de sortir du volcan. Parenthèse. Pourquoi je vous parle de ça, de la datation? Parce que le gros problème, un des gros problèmes, s'il en est, de la théorie d'évolution, c'est ce qu'on appelle, ce que les scientifiques appellent les trous dans les fossiles. Vous savez ce que c'est que des fossiles, hein? Ou tout au moins vous en avez entendu parler. Les fossiles, ce sont des animaux qui sont morts, et un fossile est la trace d'un organisme vivant, plante ou animal, qui se serait qui se serait minéralisé dans une roche sédimentaire. Ça veut dire que c'est plus un animal, mais c'est devenu de la pierre. D'accord? Et donc là, comme c'est devenu de la pierre, elle va se garder. Ne croyez pas que les fossiles soient rares. Si vous creusez en dessous de l'église, vous allez peut-être en trouver. Hein. Mais le problème, c'est qu'on ne cherche pas partout. Les archéologues, ils n'ont pas le temps d'ouvrir la terre entière. Mais il y en aurait partout. Il y en a énormément, on en trouve tout le temps de nouveaux. Mais on ne va pas ouvrir le monde entier pour savoir où sont les fossiles. D'accord? Donc les fossiles, c'est un phénomène beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant, les fossiles? Parce que selon les théoriciens de l'évolution, on doit retrouver des fossiles de l'évolution. D'accord? C'est-à-dire que comme notre ami Darwin a décidé que, par exemple, les oiseaux les reptiles, ont généré les oiseaux, les mammifères, et les mammifères, les poissons, etc., etc., le fameux arbre généalogique de Darwin, eh bien, on devrait pouvoir trouver dans la Terre des fossiles qui correspondent à cette évolution. D'accord? Et c'est comme ça que, à un moment donné, les archéologues ont découvert un fossile qui s'appelle l'Archéoptéryx. Qu'est-ce qui a déjà entendu parler de ça, l'Archéoptéryx? Hein? L'Archéoptéryx. C'est en fait, pour eux, en théorie, c'est un intermédiaire entre le reptile et l'oiseau. Mais en fait, si vous regardez une poule, elle a aussi des écailles sur les pattes, hein, et ça n'en fait pas un animal préhistorique. Mais ça a duré des dizaines et des dizaines d'années où cette théorie des évolutionnistes ont dit « ça y est, on a l'intermédiaire ». Vous allez voir que c'est complètement ridicule. Et que les scientifiques qui ont commencé à chercher ont découvert qu'en fait l'Archéoptéryx a disparu, oui, pour une raison que nous ne connaissons pas, mais il a été créé Archéoptéryx et il est toujours resté Archéoptéryx. On n'a pas d'intermédiaire entre le reptile et l'Archéoptéryx. On ne trouve pas de fossiles.
D'où je vous ai expliqué le trou dans les fossiles. Le trou dans les fossiles. Alors, je vais vous donner un exemple flagrant. Avant, je vais vous parler aussi d'un autre exemple, c'est le kélacanthe. Vous avez entendu parler du kélacanthe. Le kélacanthe, c'est un poisson soi-disant préhistorique. Pourquoi? Parce qu'il a un début de patte. Vous savez que Dieu a de l'humour, hein, parfois. Il fait des choses que, rien que pour coincer les scientifiques, en fait. Et ils ont été très étonnés parce que c'est un animal qui est préhistorique. Il n'a disparu de la Terre depuis des millions d'années, selon eux. La Terre n'a pas des millions d'années, ni même des milliards. Les créationnistes aujourd'hui tablent sur à peu près 10 000 ans. Et je vais vous le prouver. Mais pour revenir à notre kélacanthe, ils ont été très étonnés quand des Japonais ont pêché un kélacanthe vivant qui n'a pas évolué. Il est toujours le même qu'on l'a trouvé dans les fossiles. Comment ça se fait? Puisqu'il est soi-disant l'intermédiaire. On n'a pas trouvé d'intermédiaire du tout. Je vais prendre un exemple que vous allez comprendre tout de suite, un exemple simple. Quand vous allez dans la forêt, vous trouvez des noisetiers et vous trouvez des noyers. Mais selon la théorie de l'évolution, l'un vient de l'autre. Je ne sais pas dans quel sens ils ont les élucubrations qu'ils ont sorties. Je ne me suis jamais posé la question, mais j'imagine qu'ils pensent, par exemple, on va dire, que la noix vient de la noisette. Mais vous savez, il y a une loi scientifique évolutionniste qui est radicale, c'est que si vous avez des intermédiaires, premièrement, les intermédiaires doivent être vivables. Parce que s'ils ne sont pas vivables, la chaîne s'interrompt. D'accord? Si par exemple l'oiseau est venu du reptile, si entre les deux il y a un reptile qui est devenu légèrement et qui meurt, parce qu'il n'est pas vivable, ça disparaît. Ça s'arrête, on n'aurait jamais eu d'oiseau. Donc, dans notre cas de la noisette et du noyer, nous devrions avoir dans les forêts aujourd'hui des 10 millièmes puisqu'ils doivent être vivables. Nous devrions trouver dans la forêt au moins 10 000 intermédiaires entre les deux, puisqu'il a évolué. Donc, nous devrions trouver des fruits, 1% noix et 99% noisettes, etc., etc., on devrait avoir des forêts remplies. Oh, vous ne trouverez jamais le moindre exemple d'un intermédiaire entre la noisette et la noix. C'est QFD. C'est QFD. Ça veut dire que l'évolution n'existe pas. Et aujourd'hui, nos amis évolutionnistes continuent toujours, moins aux États-Unis, hein, parce qu'aux États-Unis, ils sont toujours un peu en avance sur nous, et une grande partie des scientifiques aujourd'hui ont arrêté de croire dans la théorie de l'évolution. Mais en Europe, ils sont toujours un peu plus bornés, et ils sont toujours en train de penser à la théorie de l'évolution, alors que c'est flagrant. Je viens de vous démontrer par A plus B que c'est impossible. La complexité. Ah oui, il y a encore un exemple que je peux prendre, c'est le scarabée bombardier. Vous n'avez jamais entendu parler de cet animal, c'est un animal extrêmement rare. Le scarabée bombardier, c'est un scarabée qui possède à l'intérieur de lui-même 2 poches de gaz. Et si vous mettez les 2 gaz ensemble, ça explose. Donc il a des espèces de canons devant lui et il projette les gaz qui, au moment où ils se rencontrent sur l'ennemi, explosent. Alors expliquez-moi comment la grande intelligence du scarabée a réussi dans son petit laboratoire chimique à faire des produits par évolution. S'il essaye déjà, il est mort. Parce que dès que ça va exploser, il va disparaître et ça va s'arrêter. Alors comment peut-on se discuter au niveau des évolutionnistes? Vous savez, ces gens-là, ils trouvent toujours réponse à tout. Hein. Mais quand on écoute les réponses, c'est complètement incohérent. Parce qu'ils sont là devant un exemple où ils ne savent pas dire le contraire. Le scarabée bombardier ne peut pas s'être fait tout seul.
L'animal ne peut pas évoluer par son intelligence. Il évolue à cause de son ensemble autour de lui, mais il n'évolue pas parce que c'est pas lui qui va inventer ses propres mécanismes. D'accord? Je vais vous dire une chose, moi. Quand je vois, j'ai un beau-frère et une belle-sœur qui sont tous les deux médecins, et quand je vois qu'un médecin a étudié à l'école, à l'université, des centaines de mécanismes hyper complexes et qui croit toujours dans la théorie de l'évolution, mais c'est de l'aveuglement, hein. C'est de l'aveuglement total. Hein. C'est tellement précis, le corps humain, si vous changez quoi que ce soit dans le corps humain, vous mourrez. Une cellule, parfois, est suffisante pour vous donner le cancer. Et pourtant, ça fonctionne. Le corps humain, quelqu'un qui étudie ces mécanismes, nous on n'étudie pas ça, donc on peut encore passer à côté. Mais eux, ils étudient ça pendant 5-6 ans. Et ils continuent à croire qu'on est venu tout seul du singe. Vous savez que l'ADN du singe, l'ADN de l'homme, est plus proche de l'ADN de la souris que de l'ADN du singe. Ah oui, j'ai lu des études sur l'ADN. Vous modifiez un tout petit peu l'ADN de l'homme, d'où la dangerosité de toucher à l'ADN. Hein. Mais je vais y revenir. Si vous changez un tout petit morceau de l'ADN humain, vous pouvez obtenir un être totalement différent. Qui n'a rien à voir ni avec le singe ni avec la souris. Vous savez ça? C'est incroyable. Vous ne pouvez pas toucher à l'ADN. Et là, j'ai vraiment à cœur de vous dire quelque chose. Retenez ce que je vais vous dire, parce que personne ne vous en parle. Peut-être que je me trompe, hein, parce que je n'ai que des sources, et peut-être que les sources ne sont pas bonnes. Mais vous entendrez parler prochainement des lits médicaux. Vous avez entendu parler ça? Les lits médicaux viennent des États-Unis. Ils ont regroupé des technologies et ils arriveront, c'est ce qu'on m'a dit, hein, moi j'ai vu les photos, hein, j'ai mené mon enquête, j'ai vu des vidéos, des démonstrations de l'appareil. Il y a 3 lits différents qu'on installe dans les hôpitaux et avec ces lits-là, ils peuvent vous guérir de n'importe quelle maladie en 1 demi-heure. Alors ça va faire beaucoup de médecins au chômage. Hein. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je ne sais pas si je fais bien de le dire sur... Non, mais vous couperez s'il faut. Mais enfin, c'est du direct, alors c'est trop tard. Mais bon, de toute façon, il y a des vidéos de ça sur YouTube, donc je ne pense pas que ça pose un problème. Mais sachez cela, mais moi j'ai fait une étude, et j'en ai parlé beaucoup avec Jacques Collomb, mon ami et père spirituel Jacques Collomb, pour avoir son avis à lui, il était d'accord avec moi. Et vous ne pouvez pas toucher à l'ADN. Donc si vous entendez ce genre de machine, la Bible en parle, hein, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je pourrais en parler largement parce que les versets bibliques, j'ai fait des recherches là-dessus et c'est clair. Vous ne pouvez pas toucher à votre ADN. Regardez ce que la Bible dit à ce sujet. Hein. Elle ne parle pas d'ADN, elle n'utilise pas le mot, mais ça vient au même. Si vous touchez à ça, si vous montez dans ces machines-là, vous ne serez jamais sauvé. Pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Maintenant, peut-être que ces machines n'existaient pas, mais ça m'étonnerait parce que j'ai vu les démonstrations, j'ai vu les plans, les projets sont là, et c'est sur le point d'appel. Je vous le dis, comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour revenir à notre base. L'apôtre Paul nous dit, dans Romains, vous connaissez tous ce verset, « En effet, depuis que Dieu a créé le monde, sa qualité invisible, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voit fort bien quand on le considère dans ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. » Les humains sont donc inexcusables. Ça veut dire si vous ne croyez pas dans la création, vous êtes inexcusable. Je vous ai parlé déjà de la complexité de l'être humain et la complexité de la science. Parce que la vraie science ne parle pas de l'évolution, croyez-moi. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer sur mon site Musée Créationniste, ça touche toutes les sciences. Ça touche
l'anatomie, l'astronomie, l'archéologie, la biologie, la botanique, la physique, la chimie, la paléontologie, la géologie, la génétique, les mathématiques, l'écologie, l'histoire. Ça touche toutes les sciences. Alors ça peut vous paraître compliqué, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Et la semaine prochaine, je vais vous donner des exemples. Parce que, je fais déjà une parenthèse sur la semaine prochaine, un jour je me suis trouvé, j'étais chauffeur de car, j'étais tout seul à Bruges, et j'avais fini les études sur l'évolution, j'avais fait mon site créationniste, et donc je savais quelle était la valeur de la création. Et il faisait beau, et je me promenais dans un parc à Bruges, en plein soleil, et je priais, et je caressais les branches. Quand je vais à Tahiti, je caresse les bananes, parce que les bananiers, parce que le bananier est la seule plante au monde capable de vous faire une feuille de 1,50 m de long en 48 heures. Et quand vous la voyez dès sa naissance, c'est magnifique, hein? Et moi, je suis muet d'admiration devant la création. Je n'adore pas la création, j'adore Dieu au travers de son Créateur, en découvrant la précision de sa création. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Je ferme la chose. La semaine prochaine, je prendrai des exemples précis d'animaux qui vous montreront quelle est la puissance de Dieu. C'est ça que je veux, c'est que vous découvriez, une fois qu'on a découvert que la théorie de l'évolution est fausse et qu'on est d'accord ensemble sur la création, à ce moment-là, qu'est-ce que la création nous apporte? Et je vais vous montrer les merveilles de la création. Si je fais encore une parenthèse, puisque nous avons parlé tout à l'heure du Big Bang, si vous prenez la Lune, l'exemple de la Lune, vous avez remarqué, évidemment, que quand il y a une éclipse, quand la Lune passe devant le Soleil, elle épouse exactement sa taille. Ouais. Pourquoi? Vous croyez que c'est un hasard? Parce qu'elle fait le 5/100 de la taille du Soleil et elle est au 5/100 de sa distance. Réglage de précision. Alors admettons, ça c'est encore qu'une partie. Mais si vous voyez un jour un astronome évolutionniste qui vous croit dans le Big Bang, vous lui dites « Expliquez-moi comment la Lune est là ». Belle petite question, hein, toute simple. Hein. Demandez ça, il ne peut pas vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des recherches sur Internet, il n'y a aucune réponse. Si, il y a trois théories. Il y a trois théories, mais la première, c'est que ce serait une boule de feu qui aurait quitté la Terre quand la Terre était en fusion. Mais c'est impossible parce que si vous lancez une bulle de feu en l'air, elle s'en va. Elle ne va jamais se mettre en rotation. Les fusées, pourquoi elles sont en rotation autour de la Terre? Parce qu'elles ont une énergie cinétique. D'accord? La deuxième théorie, c'est qu'elle vient de l'extérieur et qu'elle s'est mise automatiquement, cette boule de feu s'est mise en orbite autour de la Terre. Mais il y a une chance sur 1 milliard. Parce qu'il faut qu'elle soit parfaitement réglée au niveau de la distance et au niveau de la vitesse. Si vous n'avez pas ces deux. Donc, les scientifiques. Il y a une troisième théorie, mais je ne sais plus, qui n'explique pas. C'est comment? J'ai pas tout compris. Hein, la coformation de la Terre et de la Lune dans un disque d'accrétion primordiale. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais ces hypothèses, aucun scientifique connu, aucun astronome ne croit dans cette théorie. Aucun. Ils sont tous d'accord pour dire que... Donc, demandez à un astronome comment, c'est tout con comme question, comment la Lune est-elle arrivée là avec le Big Bang? Aucun ne sait vous répondre aujourd'hui. Aucun. Très intéressant. Hein? Alors, très rapidement, pour terminer, parce que je vois qu'on est quand même là depuis 1 heure, ce qui est important, c'est d'être d'accord sur les preuves d'une Terre jeune. Je vous disais tout à l'heure que les créationnistes pensent que la Terre a 10 000 ans, ce qui est totalement cohérent avec la Bible. Ça ne pose aucun problème. J'ai sauté quelque chose. Comment est-ce qu'on appelle? Oui, vous savez que la Terre, selon la Bible, a été créée en 6 jours.
il y a un jour pour les animaux et le jour avant, c'est les plantes. Oui, je ne vous ai pas parlé de ça, hein, dans la Terre, 1000 ans, c'est comme un jour. J'ai oublié de vous démontrer que c'est faux, parce que, en fait, si la Terre s'il y avait 1000 ans entre chaque étape, c'est ce qu'ils disent, hein, ça n'est pas cohérent. Parce que, vous savez ce que c'est que la symbiose? La symbiose, c'est un animal qui dépend d'une plante pour vivre, et une vie, et la même plante dépend de l'animal. Les deux, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous retirez un des deux, l'autre meurt. Ça, c'est la symbiose. Il y a des quantités d'exemples, hein, vous pouvez trouver sur Internet, c'est très facile. Mais si les plantes ont été créées à 1000 ans des animaux, mais la symbiose ne pas fonctionné. Parce qu'après 1000 ans, la plante en question, elle est morte. Hein. Ceci, c'était pour répondre aux 1000 ans qui étaient comme un jour. Je referme la parenthèse. Je vais essayer de terminer rapidement. Les preuves d'une Terre jeune. Parce que, comme je vous disais, les évolutionnistes pensent que c'est 18 milliards d'années, alors que les créationnistes pensent 10 000 ans pour la Terre. 10 milliards d'années, c'est impossible. Et je vais vous donner quelques raisons valables. Premièrement, le taux de sédiments dans la mer. Si vous allez faire une mare derrière chez vous, moi je l'ai fait, vous mettez une bâche en plastique, vous mettez de l'eau, vous revenez 6 mois après, il y a ça de boue dans le fond. Elle vient d'où? Elle vient des sédiments qui viennent du ciel et qui tombent, les météorites. Si vous êtes à Tahiti, vous regardez le ciel, toutes les 10 minutes, vous voyez un météorite. Tous les jours, ça explose. C'est incroyable. Un feu d'artifice. Ça se décompose. Même quelqu'un qui m'a amené un restant de météorite qui avait tenu le coup, avec toutes des épines dedans. Bref, ça c'est les sédiments. Et si la Terre avait 18 milliards d'années, il n'y aurait plus de mer, il n'y aurait plus d'océan, il serait rempli. D'accord? Quand les Américains sont allés sur la Lune, les évolutionnistes leur ont dit « Attention, il y a des sédiments sur la Lune, vous allez vous enfoncer dans 30 mètres d'épaisseur de sédiments. » C'est leur calcul à eux, 30 mètres. Si vous vous souvenez, le lemme qui s'est posé, le premier, il avait en dessous des pattes des carrés de 4 mètres sur 4 pour ne pas enfoncer dans les sédiments. Parce que c'est de la poussière, vous allez vous... Ils se sont posés. En fait, il n'y avait pas 30 mètres, il y avait 30 cm. Ça bouleverse complètement. Quand ils ont découvert Mars, pareil. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je voudrais terminer. Donc le taux de sédiments dans la mer est impossible que ce soit 18 milliards d'années. La diminution, je vais aller vite, la diminution du champ magnétique terrestre est trop importante que pour avoir 18 milliards d'années. L'érosion des montagnes. Les montagnes, vous savez, elles diminuent tous les ans. Parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a de la pluie. Et quoi qu'on en veuille, ça met du temps pour s'éroder. Mais ça s'érode quand même. Et s'il y avait 18 milliards d'années, il n'y aurait plus de montagnes. On n'aurait que du terrain plat. Troisième chose. La dégradation du génome humain, que je vous expliquais tout à l'heure. Du sang dans les dinosaures. Vous savez, quand on trouve des dinosaures, pas des fossiles, hein, mais des vrais dinosaures, des squelettes de dinosaures, on fait des musées avec ça. On transporte les os. Et un jour, il y a un bonhomme qui, en transportant les os, fait très attention de ne pas les casser, c'est fragile. Il y en a un qui a laissé tomber un os, il est cassé, à l'intérieur, il y avait du sang. Il y avait des hémoglobines. 18 milliards d'années. C'est pas possible. Pas possible. Et ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Vous verrez que c'est intéressant, les dinosaures. C'est amusant. La dégradation, le sang des dinosaures, l'inclinaison de la Terre. Les pilotes, ils savent qu'au bout de la piste, il y a un numéro et que le numéro correspond à l'inclinaison de la piste par rapport à l'axe de la Terre et que régulièrement, on est obligé de changer le numéro. Tous les, 10, 15 ans, on doit changer le numéro parce que l'inclinaison de la Terre change. On sait la mesurer. Le pôle Nord s'écarte du pôle magnétique ou l'inverse. D'accord? Il y a un écart. Les gens qui vont au pôle Nord, ils le savent, ça, que ça s'écarte tous les ans. Si ça avait 18 milliards d'années, il y a longtemps que la Terre serait retournée. Hein. Il y a d'autres exemples, mais je ne vais pas tous vous les expliquer parce qu'on est encore là demain. Des expériences montrent que dans des conditions
qui simule les forces naturelles, le pétrole se forme rapidement. On nous dit que le pétrole est là parce qu'il y a des milliards d'années. La vitesse de croissance des stalactites et des stalagmites, d'accord? Elle se serait déjà rejointe depuis longtemps si la Terre avait autant d'années. D'accord? Vous êtes convaincus là? Ou je dois en rajouter une couche? Je voudrais... tu veux me mettre la photo numéro 20, s'il te plaît? Alors, la photo numéro 20, c'est un montage que j'ai fait. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de la vitesse de rotation des électrons, qui est constante. Mais depuis, grâce au télescope spatial James Webb, qui est un observatoire de haute technologie dans l'espace, qui a été mis en orbite à la fin de l'année 2021, c'est pas vieux, hein? Eh bien, ils ont découvert que non seulement il y a une constante dans la vitesse de rotation des électrons, mais eux ont découvert 18 constantes dans l'univers. C'est pour ça que je vous ai représenté. Tu peux revenir en arrière sur le... Voilà. Vous imaginez, c'est une imagination, hein, c'est une image. Un 747, vous avez à la place du tableau de bord, vous avez 18 compteurs de 20 chiffres chacun. Et chacun des boutons, 18 x 20, doit être réglé à une valeur très précise. Ça correspond aux 18 constantes de l'univers qu'ils ont découvert récemment. Si vous changez un bouton d'un chiffre, votre avion ne décolle plus. Si vous bougez un chiffre aux constantes de l'univers, la Terre s'arrête. Tout disparaît instantanément. Vous êtes convaincus? Alors, la semaine prochaine, je vous montrerai des preuves que les dinosaures existent toujours. Et ça, c'est pour la semaine prochaine, parce que... Une dernière image, la photo 22, c'est une vidéo. Alors, c'est une vidéo que nous avons fait avec mon fils qui fait du 3D, qui est très calé dans la comment est-ce qu'on appelle ça, la technique de réalisation. Ça va aller? Voilà. Ah oui, tu l'as positionné à la bonne valeur. Donc, j'ai pris toutes les valeurs de la Genèse qui concernent l'arche de Noé. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? Que dans l'arche de Noé, on pouvait avoir tous les animaux comme la Bible le dit. Vous direz, ouais, mais une girafe. N'oubliez jamais que ce sont des bébés que Dieu a mis dans la... Ce n'est pas des adultes pour gagner de la place. Et tu veux... Ça va? Oui, vas-y, tu peux laisser tourner. Vous allez voir que les dimensions exactes de la Bible, vous savez qu'on l'a retrouvé, l'arche de Noé. Et nous avons fait ce montage-là pour vous montrer, bien sûr on n'a pas représenté tous les animaux parce que ça aurait été trop long, mais voilà à quoi ressemblait exactement l'arche de Noé. Et nous allons rentrer à l'intérieur et vous allez voir qu'on peut facilement y mettre, il y avait 4 niveaux dedans, et on peut facilement y mettre tous les animaux dont la Bible parle. D'accord? C'est une vidéo 3D qu'on a fait avec mon fils. Tu peux mettre la dernière photo, la 23? Alors, je termine cette soirée en vous donnant quelque chose qui a fort intéressé Jacques Collant, mon ami. J'ai repris toutes les dates de naissance. Vous savez que je ne sais pas si vous savez, dans la Genèse, vous retrouvez les dates de naissance et de mort de toutes les personnes qui sont dans la Genèse. Toutes, sans exception, avec une précision. Je les ai toutes reprises. Mais ce qui est intéressant, quand vous regardez la photo, vous voyez l'endroit du déluge. Vous voyez l'endroit du déluge? Et regardez bien ça, c'est extraordinaire. Si vous regardez Noé, qui est né en 1056,
il a vécu 950 ans et il est mort en 2006 avant Jésus-Christ. Attention, c'est par rapport à Adam. Hein. C'est par rapport à Adam. On commence à 0 à Adam et on va jusqu'à Isaac. Vous vous rendez compte que Noé avait 12 générations en même temps que lui. Il vivait en même temps que lui. Ok? Vous imaginez qu'il était Abraham et Noé ont vécu en même temps. Ils ne se sont peut-être pas vus, mais ils étaient sur la planète Terre en même temps. Et regardez, si tu veux revenir un peu ici en dessous, non, en bas. La signification des noms des 10 premières générations de l'humanité, nous trouvons, si vous prenez la signification des noms des premiers, vous retrouvez l'homme qui est désigné mortel chagrin, mais le Dieu béni fera descendre, enseignant que sa mort apportera le bien-être disparu. C'est quoi? C'est la notion de Jésus, c'est la notion du salut. Amen. À la semaine prochaine. Attendez. Ah, c'est coupé? Non. Voilà les amis internautes, il y a eu un petit moment où vous n'avez pas vu ce que Pierre vous démontrait sur le tableau. Oui, vous savez? Là, c'était pas de l'autre côté. Okay. Donc, il continuera son exposé la semaine prochaine. Alors, bien sûr, il est évident qu'on ne peut pas tout expliquer sur une heure de temps et que Pierre ne pourra pas le faire non plus, qu'on peut avoir des divergences d'opinion. Mais en tous les cas, ça nous aide à comprendre un peu ce qu'est l'évolutionnisme et le créationnisme. Voilà, je vous rappelle que nous avons donc notre culte ce dimanche à 10h30 et que c'est notre frère Michel Andrade qui nous partagera la parole. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis et à bientôt.